Pour cette nouvelle émission, on a l'immense honneur de recevoir un comédien que l'on peut aisément qualifier de monstre sacré, acteur de théâtre, cinéma, doublage ou télévision. Sa voix au timbre si particulier est indissociable d'un certain Morgan Freeman. J'ai nommé monsieur Benoît Alman. Bonjour Benoît. Oui, bonjour. Enlevez le terme monstre. Bon, mais c'est pas grave. Bonjour. J'ai fait exprès pour que vous tiquiez un peu dessus. Comme ça, on peut s'amuser un peu. Mais voilà. Merci. On est vraiment, en tout cas, ravis de vous recevoir. C'est un immense plaisir de partager ce moment avec vous, Benoît. Merci de m'avoir accueilli. Comme d'habitude, dans Voix Ouf, nos experts doublage répondent présents. S'il était un personnage de Morgan Freeman, il serait Lucius Fox dans The Dark Knight. Méthodique et appliqué, son expertise n'est plus à démontrer. Et de sa plume affûtée, il peut être très fier. C'est Thomas Imbert. Salut. Merci. Waouh, j'applaudis. Les intros de Vincent, c'est trop bien. Et tel Red dans Les Évadés, c'est la force tranquille d'Allociné. Sa grande passion, c'est les animés japonais, mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est les romances qui finissent par des larmes et des cris. C'est Manon Maroufi. C'est un peu vrai. Par contre, la force tranquille, ça dépend. Ça dépend quand. Ça dépend, c'est vrai. Mais bravo. Toujours aussi original. Je suis à distance, là, ça va. Oui, c'est ça mieux. devrait bien se passer. C'est mieux, c'est mieux. n'est pas toujours tranquille. C'est ça. C'est mieux, surtout quand on a préparé des quiz sur votre carrière, donc C'est ça. il faut un peu se tenir à distance parce que des fois, c'est un peu compliqué. Je suis là pour poser des pièges et vous voir vous dépatouiller comme vous pouvez. C'est sympathique. C'est bien de prévenir à l'avance. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, on joue franc jeu, alors. C'est le minimum que je puisse faire, c'est prévenir. Et on pourra jouer. Et ben, j'ai une première question d'abord pour vous, Benoît. On va revenir un petit peu aux origines parce que j'avais envie de savoir un peu ce qui vous avait donné la passion de la comédie. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir comédien? Est-ce que c'est depuis tout jeune? Est-ce que c'est un peu plus tard? Oh, bon, c'est très simple. Hein. J'étais un garnement qui ne fichait rien chez lui. Hein. J'habitais en province. Mon père travaillait à Paris. Nous vivions en province. Il venait tous les 15 jours. Donc, j'avais déjà des frères et sœurs. Mais on ne s'occupait pas grandement de moi, quoi. C'est-à-dire que j'ai manqué de coups de pied au cul, si je puis m'exprimer ainsi. Bon, donc, arrivé après les crises d'acné, ma mère ayant consulté une psychologue à l'époque, hein, 1951-52 quand même, vous voyez ça. Vos grands-parents n'étaient pas nés. Donc, la dame a dit, mais écoutez, faites-lui faire du théâtre. Et il y avait à Nancy, puisque je suis originaire de Nancy, il y avait une compagnie théâtrale amateur qui était très, très réputée, et c'est vrai. Et la directrice de cette compagnie théâtrale était en même temps professeure à l'École nationale de théâtre de Strasbourg, qui était une école d'État nouvellement créée. Donc, quand nous nous retrouvions à répéter nos petites pièces pour cette compagnie amateur, elle nous inculquait tout simplement les bases du métier. Ce qui fait qu'à un moment, à 17 ans et demi, elle me dit, dis donc, tu devrais quand même essayer de passer le concours. On a fait une demande parce que j'étais un peu trop jeune, et j'ai été pris. Ça ne veut pas dire que j'ai été pris parce que j'avais du talent, c'est peut-être simplement parce que, en grandissant, l'acné s'est engommé naturellement, j'avais peut-être des beaux rôles et un bel emploi à assurer dans l'avenir. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. D'accord, c'est étonnant. Et vous, Thomas et Manon, vous n'avez pas voulu faire de théâtre? Moi, j'en ai fait. Moi aussi. Mais moi aussi. très rapidement, au collège. Ouais, moi, c'était un peu plus jeune, je crois, encore. Mais même moi aussi, j'avais fait des stages de théâtre, enfin, des camps d'été de théâtre et tout, mais c'était très sympa, mais c'est vraiment c'est plus qu'une, enfin, c'est une passion, c'est vraiment un investissement total. Et je sais pas, j'aurais peut-être dû continuer, mais c'est compliqué. Ouais. Moi, j'en ai fait pendant 2 ans et je crois que j'ai arrêté parce que la seule pièce que j'ai jouée avec le rôle principal, j'étais très fière de moi, a traumatisé mes parents et mes grands-parents. L'histoire était horrible et en fait, de les voir traumatisés, ça a dû me bloquer et je me suis dit, plus jamais je ne fais de Et quelle théâtre. pièce c'était? Je ne sais plus du tout. Ah, le piège. Il était question d'oiseaux. Je sais qu'il y avait des oiseaux. Je crois que je jouais moi-même un oiseau. Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Je revois juste ma mère me dire, waouh, c'est dur, quoi. C'était pas une pièce de Tennessee Williams? C'est fort possible. Franchement, je ne m'aventurerai Oui, pas là-dessus parce que je me rappelle pas. Mais voilà, on parlait de troubles de la mémoire juste avant. En voici. Mais voilà, mais c'est dommage parce que j'adorais ça et je reprendrai avec plaisir si j'avais le temps et l'argent. Voilà. Mais il y a une semaine pile, j'étais à l'audition finale de la 3e année du cours Simon parce que mon cousin vient de terminer sa 3e année. Dédicace à Arthur. Et j'ai vu je m'attendais à voir des bonnes scènes de théâtre, voilà, presque une sorte d'atelier de théâtre perfectionné. Là, j'ai vu des comédiens. Je me suis dit, ah oui, d'accord, voilà ce qu'on apprend là-bas, quoi, dans une école aussi prestigieuse. Ouais. Et c'était vraiment, vraiment bluffant.
D'ailleurs, tous les ans, c'est à guichet ouvert si jamais vous voulez y aller. La petite pub bien placée. Faut y aller avant les autres, quoi. Justement, le théâtre, c'est on va dire l'école du doublage pour vous. D'ailleurs pour le métier de comédien, parce que le théâtre c'est très important. Je vois donc sur votre bio, vous avez joué avec du Shakespeare, du Dostoïevski, Corneille, tout ce qui est classique. Est-ce que c'est important vraiment de se former avant d'aller vers d'autres disciplines C'est-à-dire que le travail que l'on fait sur les personnages, très souvent, ce sont des... On n'est pas le Cid, on n'est pas le héros de Corneille, on va vers ce personnage et on va le construire. Là, il y a une différence avec le doublage, mais on en parlera tout à l'heure. Au théâtre, vous fabriquez vous-même physiquement le personnage, psychologiquement et physiquement, puisque vous apportez votre corps, votre voix, votre respiration, et en même temps la connaissance que vous avez de l'homme ou de la femme, du désir, de la peur, de la jalousie, etc. Et on doit exprimer ça en fonction de ce que l'auteur a voulu faire passer. Et donc c'est un travail permanent, mais on garde toujours quelque chose des personnages qu'on a joués. Et quand on est en synchro, on dit tiens, ce personnage que je double là, ça me rappelle quelque chose. Et ça nous ramène au théâtre, ça, automatiquement. Et si je fais aussi le lien, en parlant d'aspect physique, au doublage, c'est le contraire. Au doublage, à moins que vous ressembliez énormément, trait pour trait, au comédien que vous avez à doubler, on vous donne un costume qui est celui du comédien, il est là à l'écran, mais vous donnez son costume et vous devez rentrer dans ce costume et le remplir de ses émotions, de son rythme, etc. C'est un autre jeu, mais le théâtre nous aide à faire ça. Donc, pour moi, la boucle est bouclée. Et d'ailleurs, justement, comment on passe de comédien de théâtre à se retrouver sur un plateau de doublage? Est-ce que c'est par hasard quelqu'un est venu vous voir? Oui. Notre métier est, je crois, la seule profession qui offre un éventail d'activités aussi large. Vous faites du théâtre, de la télévision, du cinéma, de la radio, du doublage. Vous pouvez être mime, de la comédie musicale, que sais-je. Il faut... Pour vivre à peu près sa vie, il faut participer à 3 ou 4 de ces disciplines. Voilà. De toute façon, c'est primordial. On vous engage, vous et votre instrument. Et quand vous êtes au théâtre, au doublage. Le doublage, moi, j'avais commencé en arrivant à Paris dans les années 63-64. J'avais essayé. J'étais rentré dans un studio, vous allez voir. Et puis j'ai vu les aînés, les grands comédiens de l'époque, main dans les poches, cigarette à la bouche, qui regardent la bande, hop, et hop, ça y est, enregistré. Je me dis, mais comment ils font? C'est extraordinaire. On m'a donné des petites phrases comme ça pour essayer. J'étais nul. Et je suis sorti de là en disant, je ne ferai jamais de doublage, c'est pas pour moi. En fait, je n'avais aucune maturité, j'avais pas la connaissance, j'avais pas le métier, quoi. Or, dans les années 70, en France, on tournait énormément pour la télévision. Il y avait 2 chaînes de télé. Il n'y avait pas encore la déferlante des feuilletons américains, etc., etc. Donc, on tournait beaucoup français. Et on tournait en extérieur. Et évidemment, quand on tourne à l'extérieur, il y a un chien qui aboie au loin, il y a un train qui passe, un avion qui... Bon, bref. Et on se post-synchronise en studio. Et un jour, il y a monsieur Barclay, qui était le patron d'une grosse boîte de doublage, qui s'occupait de superviser la post-production d'un téléfilm, me dit, mais enfin, Benoît, pourquoi vous ne faites pas du doublage? Je dis, mais je ne sais pas le faire. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis, ben oui, au fait, c'est vrai. Voilà. Et puis c'est comme ça que c'est... Mais je n'ai jamais fait en sorte que le doublage prenne plus d'importance que le théâtre, etc. C'est un équilibre en toute chose. Autrement, si on ne fait plus que du doublage, et je ne critiquerai jamais le comédien qui dit non, moi le théâtre, je ne veux plus, je ne fais que du doublage, c'est son affaire, il n'y a aucun problème. Moi, je trouve que l'équilibre à garder est plutôt sympathique. Parce que quand vous quittez un plateau un peu sombre quand même, avec un écran de 20 mètres sur 15, la tête de Monsieur Freeman, bon, là, vous en prenez plein la figure, et le soir, vous vous retrouvez au théâtre, dans une salle de 300 places, et vous devez fournir... et répondre aux spectateurs qui sont là, le métier est complet. Là. Le fait d'avoir le public aussi. Comment? Le fait d'avoir le public en face. Ça... Ah, le public, bien sûr. Ben, le public, c'est lui qui nous fait l'honneur de payer sa place. Il ne nous connaît pas ou nous connaît très peu, il ne connaît pas forcément la pièce, et il nous fait confiance et il vient. On ne peut pas le trahir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « non, ce soir, je ne joue pas parce que je suis un petit peu malade ». Ça n'existe pas, ça, au théâtre. Et on a un contrat moral avec les spectateurs. Et quand on sent une salle, ça m'est arrivé avec Robert Hossein, 4000 places au Palais des Congrès ou au Palais des Sports, le noir se fait,
vous entendez la respiration et la toux de 4000 personnes, et tout d'un coup, il va y avoir la lumière, et vous y allez. Et c'est formidable. Le pouvoir que l'on a à ce moment-là. Il ne faut pas... On peut avoir un doute sur soi-même, on dit, pourvu que j'y arrive, etc. Mais l'enjeu, c'est le spectateur, c'est le combler, c'est lui apporter ce qu'il est venu acheter. Pas ce qu'il a acheté, bon bref. C'est merveilleux, les spectateurs. Là, je termine une petite pièce où il y avait 40 ou 50 ou 60 personnes. Ça ne méritait pas plus parce que c'était très intime, mais c'était un bonheur que de discuter avec eux à la fin, parce qu'il y avait les gens avec, avec le sourire, et puis on se libère, et puis voilà. Puis on a rempli notre boulot. Et justement, quand vous avez commencé le doublage, est-ce qu'on vous a parlé tout de suite de votre voix? Parce que de tous les voxophiles et tous les gens qui adorent le doublage, pour eux, pour nous, votre voix est vraiment reconnaissable entre mille. Entre mille. Ah oui. Est-ce qu'on vous a dit, vous avez une voix spéciale? Comment on a jugé votre voix? Alors, je suis désolé parce que j'occupe les ondes d'une façon éhontée, quoi, en fait. C'est ce que vous voulez dire. Le petit côté, oui, votre voix m'a bercé depuis mon enfance. C'est ça. Qui, quand c'est une personne de 60 ans qui vous dit ça, ça veut dire qu'il vous met déjà dans les 90. Non, mais la voix, c'est notre instrument. Hein, le comédien, c'est le violon et l'archet et les cordes, et puis voilà. Donc, la grande école, c'est le théâtre en plein air. C'est jouer en plein air. Quand vous jouez dans les arènes de Nîmes ou les arènes d'Arles, ça m'est arrivé, à un moment, vous dites, mais comment est-ce que je vais articuler tout un long discours, par exemple, dans une pièce que j'avais c'était La guerre de Troie n'aura pas lieu, d'Henri Giraudoux. Je dis, mais comment est-ce que je vais faire passer ça? Il y a le gardien du lieu qui vient vers moi, qui dit, petit, t'en me fais pas, tu vois la pierre là, tu parles sur la pierre. Et puis, on projette la voix, et hop, c'était ça, le merveilleux des théâtres antiques romains. L'acoustique était parfaite, il n'y a pas besoin de crier, pas besoin de hurler. Là, on est quand même obligé de pousser un petit peu. Mais donc, la voix, notre instrument se modifie. Et puis, la voix change en fonction des comédiens et des personnages, que vous avez à jouer, des scènes que vous avez à jouer. Une scène violente ou une scène intimiste, la voix, on joue avec. Et puis... Oui. Je pense que le fait que vous ayez marqué, c'est pas tant qu'on vous a beaucoup entendu, c'est juste une question de tessiture, parce que, je sais pas, dans votre voix, il y a quelque chose de chaleureux et de rassurant. Alors c'est peut-être parce que je l'ai connu enfant aussi, mais je pense que c'est vraiment une question de tessiture de voix, parce que c'est pas une sensation que j'ai avec d'autres comédiens que j'ai connus étant petite aussi. Moi, c'est vraiment les voix votre voix, celle de Roger Carrel, c'est des choses qui sont rattachées à l'enfance, mais pas que. C'est juste rassurant. C'est une voix de papa un peu ou de grand seigneur. On le dit souvent, vous avez beaucoup doublé Dieu. Voilà. Donc, non, mais il y a quelque chose de paternisant et de très rassurant, je sais pas. C'est même pas une question de l'avoir beaucoup entendu, c'est juste... c'est un ressenti personnel. Il y en a peut-être qui l'ont avec d'autres comédiens, avec des voix beaucoup moins graves. Ou, voilà, je ne sais pas, mais c'est vraiment un a priori que chacun a. Je suis d'accord avec toi, je rebondis là-dessus. Et en fait, pour moi, c'est vrai que c'est lié à la tessiture, je pense, mais vous faites partie des voix, un peu comme on pourrait citer Richard Darbois ou Maître Rondeau, qui déclenchent tout de suite quelque chose, un petit déclic dans l'inconscient, forcément lié au souvenir, mais pas que. Enfin, vous faites partie, pour moi, des comédiens qui ont eu ce don, un don en fait. Ils ont reçu un don qui est votre voix, mais après il faut en faire quelque chose de ce don. Et vous, en fait, c'est pas juste, vous l'avez pas juste reçu, vous en avez fait quelque chose parce que vous écoutez parler. Que ce soit un rôle ou même vous écoutez parler là, on boit vos paroles. En fait, vous faites... moi, j'aime bien parce que vous traitez bien la langue française et ça, c'est un plaisir. D'abord, je remercie tous les matins papa, maman. En fait, c'est important. Le miracle, il est là. Hein. Comment il fait pour voilà, ça c'est fait. Donc, voilà, mon père avait une très jolie voix. Il aurait pu chanter d'ailleurs, mais c'était pas du tout son métier. Mais non, mais c'est vrai, quand on a ça... À la naissance, à l'âge de 12 ans, je jouais dans les chœurs, je chantais dans les chœurs de la 9e symphonie à Nancy, le grand événement, l'orchestre municipal, non, symphonique quand même. Et là, tout petit bonhomme, la petite voix perchée, 4 ans après, terminé, quoi. Bon, oui. C'était la vie, quoi. On a eu le cas avec Adrien Antoine, qui pareil, était sur un petit dessin animé, quand il avait une voix toute fluette étant gamin, puis en fait, du jour au lendemain, ils lui ont dit, c'est plus possible, parce qu'il a la voix il a changé du tout au tout, il a la voix qu'on lui connaît maintenant dans les Superman, les rôles comme ça, mais... Waouh, heureusement j'ai envie de dire, parce que waouh, quelle voix. Mais pour revenir à ce que disait Thomas, je pense qu'on peut le dire, la première fois qu'on vous a reçu, on est ressorti de cette entrevue en se disant
c'est un monsieur qui a le charisme de sa voix. Exactement. Voilà, ou inversement. Voilà, c'est vraiment, il y a quelque chose de, qui se dit entre. Regardez Morgan Freeman. C'est vrai. Voilà. Quand on le double, on ne peut pas faire autre chose que ce qu'il est, ce qu'il représente. D'ailleurs, cet homme, à Monaco, j'ai rencontré la semaine dernière, dans le discours de remerciement, on venait de lui remettre un prix, il disait « Je ne veux pas une vie de star, je veux une vie de comédien, où tous les jours je joue, j'apprends, je découvre. » C'est formidable. Et il dit ça avec tranquillité, avec assurance. C'est ça. Mais je trouve qu'il a tout à fait raison. Même, et comme moi, je disais son propre texte, pour les spectateurs qui étaient là, il fallait le traduire. Je me disais, vache, moi, j'aurais aimé dire ça aussi. Mais parce que c'est vrai. On s'en fout du titre, on s'en fout des... L'important, c'est de travailler quasiment tous les jours. Puis des choses qui vous intéressent. Quelquefois, il y a des choses qui ne sont pas du tout intéressantes. Vous les faites quand même parce qu'on vous a demandé de le faire. Puis il y a un contrat qui est établi. Et on remercie le ciel quand le cadeau était beau. Puis voilà. Et d'ailleurs, on a quelques images qu'on peut mettre en illustration de votre rencontre avec Morgan Freeman à Monaco. Le Media Legend a publié ces images-là. Et on vous voit vachement ému de rencontrer ce grand monsieur. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que c'est vrai que c'est un comédien qui a une aura particulière. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué, cette rencontre? J'ai été déçu. Je rigole en disant parce que je m'attendais à l'appréhension, etc. Quand je l'ai vu, j'étais en coulisses, il était, lui, prêt à rentrer en scène. J'étais assis, on m'avait dit, vous mettez là, le micro à la main, taisez-vous, oui, d'accord. Et on voit passer cet homme tranquillement avec son staff, et on le regarde comme si on l'avait quitté la semaine d'avant. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Et j'ai été étonné de ça. Et j'ai eu une émotion. Non, c'était pas une émotion, j'ai eu du bonheur, tout simplement. Mais j'ai pas versé une larme en disant pas du tout. J'ai dit non, je l'ai remercié pour le talent qu'il nous donne, etc. Et le bonheur que j'ai de le doubler. Puis c'est tout. Qu'est-ce que vous n'allez pas raconter votre vie, hein? Bon, voilà. Mais il vous écoute, souriant, comme il est là, voilà, tranquille. Il vous perce, il rentre en vous. Oui. Et en tout cas, nous aussi, on était vraiment très émus de voir cette rencontre parce que c'est un des comédiens que vous suivez depuis plus de 30 ans. La première fois, c'était Impitoyable en 92, après il y a eu Les Évadés. Des fois, on confond un peu. On ne sait pas si c'est Impitoyable ou Les Évadés. En tout cas, Impitoyable est sorti en 92 et Les Évadés en 95 en France. Deux grands films, en tout cas. Et c'est vrai que c'est un comédien qui a vraiment un charisme particulier, je trouve. Je croyais qu'Impitoyable était après Les Évadés. Alors, j'ai vérifié, il est sorti en 92, en septembre 92, et Les Évadés en mars 95. Peut-être que Les Évadés a été doublé avant, mais sorti après. J'ai l'impression parce que... Ouais. Oui, c'est pas grave. C'est pas... Et justement, c'est ce qu'on voulait savoir. Vous avez l'impression d'avoir d'abord doublé Les Évadés? Enfin, pour la première fois, c'était Les Évadés. Ah, c'était Les Évadés. D'accord. D'accord. Les Évadés, oui. Et c'était formidable parce que il a deux rôles dans ce film. Il a le personnage qu'il tient, donc je me souviens plus de son prénom, prisonnier, etc., etc. Et il est en même temps le conteur de sa propre vie. Et là, il y a deux tons différents à avoir, et c'est formidable. Il était remarquable dans ce film. Et tous d'ailleurs, même son copain, et une belle histoire d'amitié. Il était surnommé Red dans le film. Ouais. Et d'ailleurs, on a en illustration, on peut mettre des images du redoublage que vous nous avez fait il y a quelques temps de Morgan Freeman sur Les Évadés. Je l'ai posté sur TikTok. Ça a fait près de 2 millions de vues. Ouais. Et les gens le public était vraiment fasciné par la manière dont vous vous êtes remis tout de suite dans le personnage, par la voix, par le jeu. Et il y a même des commentaires qui disent c'est mieux que Morgan Freeman. Et c'est très touchant parce que vraiment, il y a eu, je pense, un record de commentaires sur cette vidéo-là où 99,9% du public était fasciné, était ravi. Et ça fait vraiment chaud au cœur, je trouve, que encore 30 ans après ce film, qu'il y a encore cette manière de marquer le public. C'est un film particulier, vraiment. Et ce qui est sympa, c'est que beaucoup de vos collègues comédiens ont repris cette vidéo que tu as postée, Vincent, pour souligner le fait que l'IA ne pourra jamais être capable de ça. Beaucoup de comédiens, je pense notamment à Boris Rélinger et Julien Châtelet, que j'ai vu passer sur leurs réseaux sociaux, qui ont vraiment repartagé uniquement cette vidéo, alors qu'on en poste quasi 3-4 fois par semaine. Mais c'est vraiment celle-là qui leur a donné envie de la poster et de dire, voilà,
l'IA ne pourra pas faire ça. Vous êtes l'exemple de ce que l'IA ne fera jamais. C'est quand même fou. Moi, je me méfie des scientifiques. Parce que ils ont, bon, bref. Et de l'argent qu'il y a derrière. Oui, bien sûr. Voilà, ça, il n'y a aucun problème. C'est sûr. Non, c'est la catastrophe, ça. Mais bon. Arriveront-ils à avoir des voix émues, à avoir des émotions? Je ne sais pas. Moi, j'y crois pas. Je pense pas qu'on puisse recréer les émotions, les intonations, même les petites mimiques. On le sent dans les respirations, on sent qu'il y a quelqu'un derrière. Donc, Je pense qu'ils peuvent faire des tours de magie, mais ils feront pas des miracles. oui. C'est beau ce que tu dis. Pas mal, hein. Ouais, c'est franchement Allez, on bravo. sort un t-shirt. Vous pouvez le redire? Vas-y, redis. Ils feront des tours de magie, mais pas des miracles. Voilà. C'est beau. Non, c'est beau. En 1966, à l'ORTF, déjà la Maison Ronde, on nous a fait écouter des essais de voix robotiques. Alors, ça a été des voix comme ça. Oh là là. Oui, bon, ça va. Et les ingénieurs nous disaient, méfiez-vous. On avance. Puis voilà. Ouais. 40, même pas, si c'est 4, 10, 60 ans après, dis donc. Si c'est 6, 12, vous vous rendez compte? Oui, non, C'est ça que ça s'accélère vraiment ces derniers temps. Non, c'est vrai que c'est flippant, mais moi, je garde foi en la... Osons rester optimistes. Voilà, l'art humain, voilà, ce qui vient de l'homme et de la femme, est, à mon avis, irremplaçable, je l'espère. Je voulais revenir sur Morgan Freeman. Il a une filmographie de près de 50 films où vous l'avez doublé. Il y a certains où vous ne l'avez pas fait, où Medondo, par exemple, l'a fait. Vous en parliez avec Medondo de... Non, pas du tout. Ou pas du tout. C'est difficile de parler de ça. Medondo, on se connaissait depuis 67. Et un jour, c'était la Warner, mais il dit non, c'est pas vous qui ferez ce film, c'est Medondo. Je dis ben pourquoi? Ben parce que ce que vous aviez fait dans tel film, c'était bien, mais pour celui-là, ça n'ira pas. Et cette dame me donnait l'exemple d'un film que je n'avais même pas doublé. Je me dis, là, il y a un coup fourré, il y a quelque chose qui va. Bon, et il l'a fait. Il était très bien. Mais je ne me permettrai pas de porter un jugement sur Med, bien sûr que non. Mais rien ne nous appartient. Il suffit qu'un directeur d'acteur bien poussé par la Warner, etc., dise non, on veut telle personne et pas une autre. Puis on obéit, puis c'est tout, c'est pas grave. Voilà. Mais il arrive, par exemple pour Dieu, vous avez fait allusion à Dieu tout à l'heure, on me dit « Ah, dans Dieu, vous étiez extraordinaire ». Je dis « C'est pas moi qui l'ai fait ». Moi, non, ce n'est pas moi. Et je suis obligé de... Non, je vous assure que ce n'est pas moi. Ils ont réussi à vraiment faire en sorte que je sois très proche. Et il y a un film que je n'ai pas fait du tout. Et je comprends pourquoi, parce qu'il y avait une raison artistique. C'était Invictus. Sur Mandela, la ferme Invictus. Oui. Parce que tous les personnages qui entourent Mandela à doubler en français ne pouvaient pas avoir la voix de Châtellerault d'ici les Moulineaux, mais avoir une musicalité africaine. Donc ils ont pris pour Morgan Freeman un comédien d'origine afro-cubaine, etc. Et là, mais là, je m'incline tout à fait, c'est logique. Mais c'est des choix artistiques qui sont complètement entendables, mais pour le public, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et c'est marrant parce qu'on voit que les comédiens sont moins attachés à leurs acteurs que nous, on est attachés à leur voix sur ces acteurs-là. Parce que... Non, c'est juste que nous, on se permet de le dire, quoi. Nous, on se permet de râler sur les réseaux en disant « c'est pas la voix d'habitude, c'est pas bon », alors que c'est d'autres comédiens qui sont tout aussi excellents, c'est juste qu'on a vraiment cette habitude à l'oreille et que c'est compliqué d'en changer. Mais voilà, les comédiens se plaignent sans doute juste moins que nous, ou en tout cas pas en public. Nous, on se permet, c'est tout. Non, vous savez, il y a des histoires économiques aussi qui oui, bien jouent. sûr. Il n'y a pas longtemps, il y a une boîte qui m'envoie un mail à 11h du soir, on a un Morgan Freeman, c'est urgent, etc. Le cachet est de temps. Et le cachet, c'était... Et je réponds, je dis, attendez, qu'est-ce que c'est que cette production? Et il me dit, oui, on ne peut pas, autrement si ça ne se fait pas, ce sont les Canadiens qui vont le faire, etc. etc. Je dis, c'est du chantage, ça. Et je vais sur le site de cette... Je crois que c'était la Warner. Et je vois que le film est sorti aux États-Unis, et les critiques disent, heureusement qu'il y a Morgan Freeman. Encore qu'il y avait un petit rôle, quoi. Et j'ai dit, non, je suis désolé, je ne le ferai pas. Le lendemain matin, il y a un comédien qui m'appelle, qui me dit « Monsieur Allman, oui, bon, je suis Tartampion. Oui. Voilà, c'est moi qui vais doubler maintenant Morgan Freeman. » Je dis « C'est très bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ?» Et il a le culot de me dire... D'abord, je le remercie pour son honnêteté. Et il a le culot de me demander « Pourquoi vous ne le faites pas ?» Je lui dis « Parce qu'il y a des conditions. Moi, je respecte les conventions collectives. À vous maintenant de... » Puis voilà. Donc, je n'ai pas fait ce film-là, qui n'a... Je crois qu'il est sorti, je crois, en DVD. Mais, vous voyez, alors, c'est des choses comme ça. C'est un peu morbide.
on va pas pleurer pour avoir perdu un personnage qui n'a que, je sais pas moi, 7 à 8 minutes de présence dans un film. Quoique, quelquefois, n'avoir qu'un personnage qui joue 2-3 scènes bien percutantes, c'est très jouissif. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a un côté, justement, il y a un côté monologue de théâtre, peut-être. C'est ça qui est peut-être jouissif. Je trouve que des fois, les monologues aussi en doublage sont vraiment percutants. Et c'est là où le théâtre aide, j'imagine. Bien sûr, oui. Et vous avez justement un seul en scène qui s'appelle Qui a tué Takehiro. Moi, ce qui me fascine aussi, c'est comment vous gardez cette passion d'aller affronter le public dans un seul en scène Enfin, moi, je trouve que ça me terrifierait. Comment vous gérez cette pression d'aller tout de suite, d'aller vous lancer dans un projet, parce que c'est un projet qui vous tient à cœur, il me semble. Oui, ça fait longtemps que je l'ai ce projet, puis j'ai pu le réaliser, et je remercie ceux qui m'ont aidé à le réaliser. Non, mais c'est le bonheur de donner au public un petit extrait de la littérature nippone. Voilà, j'ai pas fait un spectacle avec, disons, de décors et costumes nippon fripon. Non, j'ai pas les moyens. Et puis ça ne se prêtait pas à ça, donc j'ai tout stylisé. Mais c'était du bonheur. J'ai dit, tiens, allez, ce soir, on y va. On a des rhumatismes en montant les marches du théâtre. Et quand on est sur le plateau, il n'y a plus de rhumatisme. Vous sortez du plateau, vous avez des rhumatismes. Et le public est là, il est souriant. Et voilà, c'est notre boulot. Hein. C'est notre boulot. Un comédien qui s'ennuie sur un plateau, ça se voit tout de suite quand on est dans la salle. C'est intéressant. Que s'est-il passé? C'est les esprits. C'est ça. Ce sont les esprits. Et j'avais une petite question avant de passer à ton quiz, Manon. Vous avez aussi fait un court-métrage avec Alain Dorval, un court-métrage de Nicolas Ramad, le réalisateur qu'on avait accueilli pour un de ses courts-métrages aussi sur le doublage. On s'est fait doubler. On s'est fait doubler, exactement, c'était ça. Et qui sortira bientôt le nouveau film de Nicolas Ramad avec Alain Dorval et vous-même, bon justement. Je ne suis pas au courant. Hein. Il ne me tient pas au courant, Nicolas. Et je voulais savoir ce que vous retenez justement de ce comédien que nous aussi on avait reçu à 2 reprises et qui nous a aussi émus par sa passion, par sa manière d'être vraiment dans l'affirmation des personnages, d'être vraiment un passionné tout simplement. Qu'est-ce que vous retenez d'Alain Dorval? D'abord, je ne dis pas ami parce qu'on dit oui c'est un ami, non, c'est le bon copain. Voilà. Avec complicité, on est conscient que quelquefois on raconte des histoires, d'autres moments on est très sincère. Enfin, c'est un jeu, on joue à jouer, et avec quand même l'objectif de remplir fidèlement sa mission, mais de le faire bien, très bien. Voilà. Je me souviens de ce tournage avec lui, c'est une histoire encore de Père Noël, c'est très drôle. Et il est décédé quelques mois après. C'est très étrange. Il était fatigué. Là, il est là-haut maintenant. On lui rend un hommage. En tout cas, on lui rendra hommage. En tout cas, vous avez ça en commun tous les deux, qu'on pourrait vous écouter des heures. Et pas que dans le doublage. Vraiment, quand on vous entend parler, vraiment, et je trouve que ça fait partie des comédiens. J'ai ressenti la même chose avec lui qu'avec vous, c'est-à-dire qu'on se tait, on écoute. Non, il faut m'arrêter. Maintenant, on va laisser un peu parler Manon. J'ai le droit. Quiz de Manon, c'est parti. Tu veux jouer? Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Stop, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Ça, connard. Négatif, je suis une mythe en pullover. Ah, que la lumière soit. Oui, mon petit quiz qu'on n'a pas eu le temps de faire la dernière fois, mais c'est pas grave, j'ai eu le temps de le retravailler et de le rendre encore plus difficile. Donc, les points. On peut tous jouer, je peux compter les points. Tout le monde peut jouer. Alors, pour resituer, c'est un petit quiz de 5 questions. 5 questions, chacune sur un personnage que vous avez doublé. Oula. Voilà. Et le but, évidemment, c'est de répondre cash, même si je peux vous aider avec des petites propositions si jamais la mémoire vous fait défaut. J'ai pris des personnages quand même assez populaires et que vous avez doublés longtemps, ou en tout cas qui sont tellement cultes qu'on se souvient. Mais je reconnais que la première question est très difficile et c'est pas grave, c'est mon choix. On parlait de Morgan Freeman dans Les Évadés, donc je ne pouvais pas passer à côté du personnage de Red. Et ça, c'est pas ma question, mais du coup, c'est quoi son vrai prénom? Est-ce que vous vous en souvenez? Parce que Red, c'est un surnom parce que son nom de famille, c'est Redding. Donc il l'appelle Red, mais c'est pas son vrai prénom. Ah, c'est dur. C'est pas la question, hein, mais... Ah, c'est pas la question. Non, mais on peut répondre quand même. Eh ben, je n'en sais rien du tout. Vous savez pas? Je n'en sais rien du tout. Eh ben, c'est Ellis.
Ellis Boyd, Je le savais. Red Ah. Redding. Voilà, ah d'accord. C'est un peu classe quand même. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est pas ma question. Ma question, elle est encore beaucoup plus dure. Ah bah d'accord. Ah oui, d'accord, tu nous fais des petits teasings et après. Mais ça. vous me les posez à moi ou... Je vous à les tout le pose, monde. alors je vous les pose à vous en priorité. Oui, Si vous d'accord. n'avez pas la réponse, évidemment, mes jouer camarades après. seront aidés ou pas. Voilà. Ou pas. Ouais, les évadés, moi, ça fait longtemps. Parce que qu'on j'ai pas parle vu. beaucoup Moi, je doublage, l'ai- mais un film, c'est aussi du visuel. Et il y a quelque chose Ouais. qu'on voit tout le temps dans Les Évadés. Ah. C'est son numéro de détenu. Oh, ah oui, Est-ce que vous savez quel est le numéro de détenu de Ellis Boyd Red Redding, c'est dur là. alias Morgan Freeman, dans Les Évadés? Il y a 3 numéros, non? Il y a 5 chiffres. 5 chiffres. 5 chiffres. Il le dit en C'est la question la plusieurs plus horrible que j'ai eu à Ah, il le dit poser plusieurs fois. en quiz, mais C'est pas son numéro de sécu, c'est pas sa date de naissance, parce qu'il y aurait 2, 4, 6, il y aurait 8, il y a... Qu'est-ce que ça j'ai pourrait- pris des numéros très différents, Vas-y. donc peut-être que si je vous l'ai dit, ça va vous revenir. Vas-y. Alors je vais les découper. Est-ce que c'est 108 71? Est-ce que c'est 205 43? Est-ce que c'est 302 65? Ou est-ce que c'est 407 59? Je n'en ai Et- pas la et moindre je- idée. je- Ah, J'en suis dans les 200, moi. Ah, dans les 200, Vincent? Qu'est-ce que Moi, tu je vais en dire penses le dernier. C'est quoi que t'as dit? 407 59. Tente celui-là. Bah, tente. Allez, Thomas. je plus sois. Tu plus sois. Eh ben, un manque de bol, c'était le 302 65. Ah, c'est entre les deux. Entre Moi, les je deux. pensais le numéro correspondant au nombre d'années Oui. où il est là. Ça aurait Le pu- dernier, c'était donc, il fallait revenir en arrière. J'étais remonté trop loin. Très bonne réflexion, malheureusement. Non, c'est le Ah oui, non, mais 302 quand je veux, je 65. peux. Non, quand je peux, je veux. Enfin, J'avais mis une photo de Red, je sais pas s'il y a son numéro dessus dans les. Alors oui, en fait, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps et je me suis fait la réflexion en regardant le film parce que je l'ai revu il y a pas longtemps et je me suis dit, on le voit tout le temps, mais personne, enfin, c'est pas quelque chose qui est mis en avant dans les dialogues ou quoi, mais je me suis dit, c'est sur 2h30 de film, c'est quelque chose qu'on voit Ah, constamment. on voit un peu là, justement. Voilà, on voit un peu, on voit au moins le 302. Voilà, Ouais. je me suis dit, si vous n'aviez pas le chiffre complet, Sa boucle d'oreille. oui aussi. Il a sa boucle d'oreille, toujours. Oui, C'est vrai. voilà, c'est des détails qu'on ne remarque pas alors qu'on les a sous les yeux pendant 2h30. Ou alors, il a toujours le petit foulard noué autour du cou. Oui. Voilà. Donc, malheureusement, pas de points pour quiconque cette fois-ci, mais c'est pas grave, on enchaîne avec. Et là, je fais un clin d'œil à Laurent parce que je crois que c'est une de ses séries préférées, The Wire. Oui. Voilà, avec le personnage de Frankie R. Faison. J'espère que je le dis bien parce que je n'ai pas vu la série. Je le dis bien. Donc, oui, c'est l'acteur Frankie R. Faison, pardon. Et le personnage, c'est Erwin Burrell, c'est ça? C'est ça. Waouh! Et c'est dans quoi? The Wire, sur écoute en français. Je crois que c'est ça, le titre C'est ça, francophone. exactement. Et vous êtes certain que j'ai doublé quelque Oui, chose là? sur 8 saisons, il me semble même. Sur 8 saisons? Oui. Est-ce qu'on peut avoir une photo de The Wire, peut-être? Je ne sais pas. Moi, The je ne Wire. connais pas la Série. série. C'est HBO, pas non. Number One? Ah non, bah alors après, moi, il y a peut-être plusieurs titres. The Wire, oui, 2002-2008. Le commissaire Erwin Burrell. 47 épisodes. Mais il est pas présent, très présent dans Oui, la oui, oui. C'est un petit rôle. Ça, Eh ben, alors, c'est pas grave parce que je crois que toi, tu connais la série, donc tu vas peut-être pouvoir répondre Oui, à la je connais la question. série, mais je l'ai vue il y a longtemps aussi. Après, des fois, c'est hasardeux et les comédiens ont bon. Donc, Et c'est quoi là? alors, la question c'est dans quelle ville américaine Erwin officie-t-il en tant que commissaire? C'est Baltimore. Baltimore. Voilà, Baltimore. Et le film alors? C'est la série sur écoute. Ouais, sur écoute. Voilà. Ouais. Donc, mais ça remonte, hein, c'était Oui, c'est les débuts C'est de l'année 2002-2008. 2002-2008. Mais je me souviens plus du tout. C'était peut-être très mauvais, je ne sais pas, je n'ai pas vu la série, ça se trouve, on préfère Ah, l'oublier Il paraît qu'elle est Si, extraordinaire. c'est une des meilleures séries. Ah, en plus. C'est une série extraordinaire. Bon, Incroyable comme série. Mais c'est pas Après, une il y a- série facile, c'est une série, faut s'accrocher. Eh ben, Puis c'est il y a notre, énormément de personnages, donc à mon Dans un Oui, personnage, oui. il faut c'est notre reco pour vous en sortant de ce plateau, vous irez voir The Wire du coup. oui. C'est ça. Ensuite, un personnage d'une saga apparemment cultissime, mais que moi je n'ai pas vu non plus, c'est Star Trek, avec le personnage de Worf, interprété par Michael Dorn. C'est un extraterrestre, Oui. voilà. Mais quelle espèce d'extraterrestre? Parce que dans Star Trek, il y en a Oh, beaucoup. c'était un Klingon. Bravo, Bah un ouais. Klingon, oui, Oh effectivement. non, parce que Bah, ça ouais. c'est facile quand même. Ah bah ça c'est facile. Et ben, voilà, comme quoi The Wire, je pensais que ce serait facile, ça ne l'était pas, et le Klingon c'est facile, alors que je pensais que ça ne le serait C'est ta pas. question? C'était ma question. Ah, Voilà. À quelle bravo. espèce d'extraterrestre appartient Worf? Ouais. Oui, c'est un Klingon. Alors j'avoue, j'aurais répondu ça aussi complètement au hasard parce que c'est la seule espèce que je connais de Star Trek. Voilà. Mais apparemment, il y en a plein d'autres. Un peu Oui. pareil. Voilà. Avant-dernière question, dans l'animation, Charlie Lecoq, Oui. pour les Looney Tunes, il avait un membre parmi les Looney Tunes qui était son ennemi juré. Qui était l'ennemi juré de Charlie Lecoq? Il était quand même très, très insupportable, un peu. Quand même. Donc il devait avoir Moi, pas mal d'ennemis, mais il avait un ennemi juré. J'ai une idée. Un ennemi juré. Oui. Je laisse répondre. Parmi les personnages de. Parmi oui, les donc, personnages des Looney Tunes, il avait un ennemi juré.
Moi, je dirais Daffy Duck. Ouais, j'aurais dit ça. Le quoi, Ce le n'est pas Daffy Duck. Non. Ah ouais, Pas Daffy Duck. J'aurais dit Daffy Duck, ouais. Non. C'était Non, c'est George P. Dog. Le chien. Dog. Oui. Ah, mais- voilà, c'est ça. Oui, Bah oui, j'allais voilà. dire Le le chien. chien. Eh Mais oui. lui, il est moins connu que Charlie Lecoq. Voilà, oui, Il est il là, est moins Charlie connu, Lecoq. mais voilà, c'était vraiment les deux opposés. Il est bête, il est bête. Mais il est bête. Mais il est fier comme un coq. Oh bah, il est, voilà. C'est ça. Justement, parce que ça me fait rebondir sur une petite question sur l'animation, parce que quand vous êtes venu pour nous faire un peu de redoublage, on vous a fait rejouer Charlie Lecoq, et on a remarqué voilà, vous retombiez en enfance, comme nous, on retombait en enfance à vous écouter. Vous retombiez en enfance à rejouer ce coq, en étant là, il est drôle. Et puis, vous avez toujours cette passion, ça me fascine et ça m'émeut même de voir que vous êtes toujours aussi passionné et même retomber en enfance avec un petit personnage animé. Ah, si on n'était pas en enfance, on ferait pas ce métier. Bah, du coup, il y a Daffy Duck là qui. Comment? Il y a Daffy Duck sur l'écran, mais c'est voilà. ça. Ouais. Ce n'est pas l'ennemi juré, mais je pense qu'il en fait partie. Hein. Après, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup d'amis non plus, Charlie Lecoq, tellement il est voilà, fier et un peu bébête, comme on disait. Mais voilà, c'était surtout George P. Dog, son ennemi juré. Et dernière question, et ça c'est mon petit plaisir personnel, est-ce que vous vous souvenez de l'animé japonais Full Metal Alchemist? Oui. Avec le sémillant personnage qui s'appelle Alex Louis Armstrong. Oui. Voilà. Un personnage très sympa, très musclé, avec juste une petite Ouais. mèche à la Tintin sur le haut du crâne, qui moi m'a beaucoup marqué, m'a beaucoup fait rire. Et il a un surnom, parce qu'il officie au sein de l'armée. Donc quel est ce surnom? Bah ça, j'en sais rien. Je pourrais pas dire. Est-ce que c'est l'alchimiste au crâne rasé? Est-ce que c'est l'alchimiste au bras puissant? Est-ce que c'est l'alchimiste à la poigne de fer? Ou est-ce que c'est l'alchimiste à la moustache taillée? Je répète, crâne rasé, bras puissant, poigne de fer, moustache taillée. Ça fait partie des classiques d'animé japonais Que tu n'as pas vu. J'hésite entre bras puissants et Poigne de fer. poigne de fer. Oui. Ah, c'est fait exprès. C'est l'un Comment? des deux. C'est fait exprès, donc c'est l'un des deux. Ben oui, bien sûr. parce que c'est- Donc au choix. On laisse Benoît choisir, on laisse Benoît trancher. Bras puissant, ça me semble. Allez, bras puissant. Bras puissant, oui, c'est ça. Bah Armstrong. Ah bah oui. Voilà, oui, on va pas chercher plus loin, c'est ça, c'est l'alchimiste au bras bien vu. puissant. Il aime beaucoup faire des bras de fer et il est très enjoué comme personnage, ce qui va pas forcément avec son physique, mais c'est vraiment. Il apporte de la joie dans cet univers qui est très sombre. Et Tout à fait. il est là très longtemps, sur les 80 épisodes, je pense qu'on le voit bien, 50-60. Donc si vous voulez découvrir une série pour Benoît Alman, regardez Full Metal Alchemist, c'est super bien. Voilà. Très bonne reco. Donc qui a gagné? Bah, c'est Benoît, il Eh a ben 2 c'est points. Benoît, voilà, Oh, parfait. Combien je vous dois? On, C'est nous combien on doit, combien on a perdu, parce qu'on avait parié s'arrangera. que voilà, ce Oui, serait on Thomas qui s'arrange. on gagnerait. hein. s'arrangera. Mais non, mais bravo tout le monde d'avoir Merci Manon. répondu, avec plaisir. Beau quiz. Mais justement, ça me permet de rebondir sur l'animation, notamment japonaise, parce qu'on sait que vous avez une passion aussi pour le Japon. Qu'est-ce qui, pour vous, la différence entre la langue justement anglaise, japonaise, vous avez doublé, on double surtout de l'anglais vers le français, mais c'est vrai qu'il y a aussi le japonais qui est une langue très spécifique. Oui. Comment comment on appréhende le doublage du japonais au français? On adapte le personnage parce qu'ils ont une intonation différente, des intentions différentes. Ça doit être plus compliqué, j'imagine. C'est le travail au départ, en amont de l'adaptateur. Oui. Parce que trouver les mots équivalents, et puis quand on regardait une scène intimiste entre un japonais et une japonaise, quand ils se disent je t'aime, ils s'engueulent. C'est très difficile d'adapter son jeu à... Alors, je pense que ça doit être très très difficile pour l'adaptateur. Pour le comédien, bon, quand c'est un dessin animé, on sent qu'on l'amène plus, on francise. Mais c'est une langue très difficile. Le coréen est, paraît-il, plus facile à doubler. Mais le japonais est très très dur. C'est un jeu différent. Le coréen, il se rapproche plus du jeu américain que je trouve que le jeu japonais. Le jeu japonais, il est très très particulier. Donc à l'adaptation, ça doit être difficile, mais au jeu aussi, contrairement au coréen où c'est vraiment. On l'a vu par exemple avec Squid Game récemment. C'est un jeu qui est très accessible. Il y a plein de gens qui ne regardent pas de films japonais parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dedans, que ce soit doublé ou pas doublé d'ailleurs. Mais le coréen, il est vraiment plus accessible, je trouve. C'est mon opinion. Voilà. Donc c'est peut-être plus simple à doubler et peut-être à adapter aussi, je sais pas. Mais en tout cas, au niveau jeu, on s'y retrouve Je crois plus. qu'il est plus intérieur. Le jeu est peut-être, plus oui. intérieur. Mm. Les acteurs ne s'expriment pas avec la même violence. Le Japon, c'est toujours un peu violent. Dans la gestuelle, c'est toujours un peu violent. C'est vrai.
Mais justement, le Japon, qu'est-ce que représente cette culture pour vous, plus précisément? Est-ce que c'est quelque chose c'est un pays que je découvre. Je ne suis jamais allé là-bas. Puis il est trop tard maintenant pour y aller, parce que je le découvre par la littérature, hein, que je lis pas mal d'ouvrages japonais. Je suis à chaque fois émerveillé parce qu'on retrouve de la violence, en même temps de la douceur. Il y a de la pudeur. Et puis après, on s'entrégorge, mais alors avec une facilité. On passe d'un sentiment à un autre, toujours à l'extrême. Et il y a de la douceur, il y a du parfum, il y a beaucoup de couleurs et beaucoup d'animaux. Beaucoup d'oiseaux, beaucoup de chats. Et c'est un univers très, très, très particulier. Il faut faire la différence entre les ouvrages écrits jusqu'à la fin du 19e, où on reste très proche des traditions, et le 20e, où le passage avec les Américains on le sent déjà vers les années 1930, où on commence à penser différemment. On quitte un petit peu le Japon traditionnel. Et après la guerre, ça c'est... Mais c'est passionnant. Moi, j'admire les auteurs et surtout les adaptateurs. Oui, c'est vrai. Les traducteurs. C'est vrai. Nous aussi, on les admire parce que c'est un travail absolument dantesque. Moi, j'ai vraiment une admiration pour leurs petites trouvailles et leur abnégation à trouver les bons mots. Et puis, vraiment rester dans l'ombre, alors là... Et rester dans l'ombre. Faut pas aller dans la facilité pour dire tiens, non, on va le faire. Non, faut trouver vraiment... C'est pas évident. C'est pas évident. D'ailleurs, Manon, à l'heure où on enregistre, tu vas bientôt aller au Japon. Tu pourras nous raconter. Je vous ramènerai un petit quelque chose. Et puis vous savez... Oh, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Une petite anecdote pour vous dire combien c'est compliqué. Dans la pièce que je jouais, à un moment, il y a un des personnages qui s'en va. Un bandit, un supposé bandit, veut l'attraper et on dit il n'a pas réussi à toucher sa manche. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à la rattraper. Ça a été traduit comme ça par un franco-japonais. Mais... En fait, en réalité, en piochant, ne pas toucher la manche de quelqu'un signifie, en japonais, dans la culture, ne pas faire affaire avec lui. Ah. Il faut le savoir. Allez mettre ça dans un récit. Vous ne pouvez pas. Ouais. Donc, on sent qu'il y a une petite trahison de la part mais on n'y peut rien. Voilà. Là, c'est ce qui est beau, justement, dans la langue. C'est trahir sans trahir. Mais voilà, c'est ça. Exactement. Ce que les provéos n'acceptent pas, malheureusement. Et bien ici, ils n'ont pas voix au chapitre. Exactement. Sur ces bonnes paroles, on va passer à la Darbox de Thomas. C'est parti pour la Darbox. Ton nom c'est quoi, piéton? Qui es-tu? Dis-moi plutôt qui tu es. C'est parti pour la Darbox. Dernier petit jeu de ce podcast. Alors, qu'est-ce que la Darbox? Vous m'entendez? J'entends les voix derrière. C'est peut-être dans ma tête. C'est peut-être dans ma tête. C'est les esprits depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que la Darbox? Alors, la Darbox, c'est un jeu très simple. Je vais aller assez vite. Mais j'ai repris des répliques de votre voxographie, que ce soit des films ou des séries. Tout le monde peut jouer. Je vais les lire et il faut trouver de quel personnage il s'agit. Oh là. Mais tout le monde évidemment, il va tellement bien les jouer que ce sera très facile à retrouver. On va voir. On va jouer, on va vous aider. Alors, on va jouer. Je commence. Je crois que j'ai ce qu'il vous faut. On l'appelle le tissu mémoire. Vous ne remarquez rien? Très grande flexibilité, mais passez un peu de courant et les molécules se réalignent. Il devient rigide. Oh. Je peux continuer. Les molécules. Il peut être taillé pour toutes les structures posées sur un squelette rigide. Ils n'ont même pas essayé de le vendre à une foule de milliardaires spéléologues et férus de base jump. C'est un scientifique? Oui, on peut. Enfin, je sais pas s'il est vraiment... pas dans un Batman, ça? Si, exactement. Morgan Freeman, Lucius Fox. C'est Lucius Fox, oui. Exactement. Batman Begins. Bravo. Le film où vous... je suis sauvé. Le film où vous deviez doubler en ayant le petit rond de Morgan Freeman. Ah oui, ouais. Alors, j'enchaîne avec ceci. On ne t'a jamais dit que les bars étaient dangereux pour les petits nounours? T'as l'air de t'y connaître, l'ourson. Je l'ai appelé le Zingalo. C'est mon meilleur ami. oui, c'est ça y est, j'allais dire Babar, mais c'est pas Babar. C'est le gros nounours, c'est Balou. Super Balou. Le premier épisode de la série. Oh. Exactement. Mon garçon, vous avez adopté l'attitude la plus déplorable que j'ai jamais vue en 15 ans dans cette institution. Vous vous complaisez à enfreindre toutes les règles, à mépriser toutes les conventions. Malcolm. Oui. Malcolm. Ouais. Sacré personnage. Super. C'est un de mes rôles préférés dans votre carrière. Vraiment, moi, il me fait tellement rire et j'adore cette série.
Alors, peut-être un peu plus compliqué, je crois qu'on n'en a pas parlé de cet acteur ici. On va briefer Jeffrey Pelt, le conseiller du président pour les affaires de sécurité. La plupart des chefs d'état-major seront là, et aussi quelques autres personnes. C'est toi. Alors, il répond C'est pas Dream Impact? Non. Un sous-officier sera là pour projeter les diapositives, donc tout ce que tu auras à faire. Alors, désolé, c'est un dialogue, donc il y a des coupures. Écoute, je n'en connais aucun qui ait tes compétences. Vas-y, relax, fais-lui un topo général sur le sous-marin et présente les informations que tu as réunies. Un sous-marin. Ouais, c'est un indice. Oh. Si jamais il te pose quelques questions directes, donne des réponses directes. C'est pour ça que tu es là. Allez, on y va. Oh, c'est dur là. Morgan Freeman? Non, c'est pas Non. Morgan Non, Freeman. Mm. C'est un film assez culte. Hein. C'est Mais, pas Earl Holmes Jones? C'est James Earl Jones. Voilà. Exactement. Ouais, ouais. Alors, vous savez dans quel film ou pas? C'est pas le Poséidon, c'est Sous-marin. le sous-marin. L'histoire du Enfin, sous-marin. le film, c'est à la poursuite d'Octobre Rouge. Voilà, Octobre Mais Rouge. du coup, oui, Sous-marin était un indice que tu Complètement. ramènes. Hein. Je n'ai pas vu ce film, donc j'ai Ah, une t'as- excuse. C'est un comédien Ah oui. magnifique. Oui. Holmes Jones, c'est Ah bah oui. formidable. Mais il a une voix, pareil, il a une voix très profonde, très Exactement. grave. Et c'est la voix Bah, de Dark c'est Vador. Dark en Vador. anglais. Ah. C'est le premier grand acteur d'origine afro-américaine que j'ai doublé. Ah. Avant dans- Morgan Freeman. Ah oui, c'était superbe dans le cimetière américain. Comment il s'appelle ce cimetière militaire? Alors, Ça, C'était faudrait un que- film vraiment magnifique. Je regarde, il y a- Gardenstone. Jardin de Pierre, 87. Voilà, c'est ça. Très bien. Sergent Major. Non, c'était en 96, donc j'avais déjà doublé Morgan Freeman avant. Ouais. Ouais. Un petit peu après. Alors, quand je vois ce chien, je pense aux lettres QI. Oui, comme dans Quel imbécile. Oh bah c'est Charlie. Charlie, là. Ah bah voilà, chien. En plus, tu l'avais Eh la oui. réponse. Hein. Bah oui, j'ai failli le dire en fait, mais pour moi, ça faisait pas partie des membres Si. traditionnels, tu vois. Mais bon, Voilà. pas de souci. Tu as laissé passer ta chance. Pas Tu de aurais souci, pu pas de remporter souci. le Non, quiz. Alors, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Il en reste quelques-unes. Mhm. Foutaise, l'homme qui voyage avec 2 serviteurs et qui prétend ne rien posséder au monde ne peut être qu'un sot ou un menteur. Alors, je vais en dire une autre parce que Oh. lui, c'est l'écarlate. Ne l'écoute donc Ah pas. bah, Petit Jean. Il est plein de venin. Oui. Dans Robin des Bois. Dans Robin des Bois, Prince des Voleurs. Bah et j'ai oui. mis parce que, en fait, dans le premier doublage du film, vous ne faites pas Morgan Freeman. Non, mais non, vous faites, c'est drôle. C'est vrai qu'il y a eu Ouais. 2 doublages. mais je crois que oui. dans le deuxième doublage, vous faites Morgan Freeman. Oui. C'est tout simplement le jour. Pardon. Pas de problème. Tout simplement le jour où ils ont décidé de numériser le film. Oui, Il d'accord. a fallu changer complètement le doublage. Je crois qu'il n'y a que Bernard Lano qui est sur les 2 doublages. Ouais. Dans le rôle de. Ouais. Mais il a de Robin des refait Bois. quand même ses répliques. Et Ah oui, il a oui, refait ça, quand même. ça, je m'en souviens. Je m'en D'accord, souviens très bien. ok. oui. Alors, ensuite, alors, on a fait la moitié, je pense. Oh. Je vais aller vite. T'as bien fait de changer d'avis, petit. Oui, je fais vraiment des merveilles avec un fusil. Tiens, tu vois ce faucon au-dessus? Eh bien, je pourrais l'abattre en un coup. Bon, alors tu vois... alors jusqu'où tu vois, pardon. On ne va pas au Wyoming pour tirer sur des gourdes, nom d'une pipe. Est-ce que tu vois le chêne, là-bas? Ouh. Un chasseur. C'est pas un chasseur. Enfin, Mais il c'est tire pas sur un des cha- trucs. c'est Non, pas c'est un- chasseur d'animaux. Il est avec Clint Eastwood, là, Ouais, non? exactement. C'est ça. Ouais. C'est Donc, c'est une histoire policière. Ils sont à la poursuite d'une bande de salopards, quoi, tout ouais. ça. Voilà. Oui, On en a vois, parlé je tout à cherche l'heure. le titre, alors là. Bah, c'est Impitoyable. Vous avez le point, impitoyable. Voilà, impitoyable. Que j'ai revu il y a pas longtemps et c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un des meilleurs films de Clint Eastwood pour moi. Ah oui, Ouais, Oui. il est incroyable. Oh, Alors, quelle mémoire. ouais, bravo. Quand même. Ah oui, là, je m'étonne. là c'est quasiment un sans faute. C'est même un sans faute. Waouh. T'en as une, toi. Alors, tout est classé dans les archives. Les archives, il faudra que tu apprennes tout ça par cœur. Voici notre petit musée. Il y a là un exemplaire de tous les jouets que nous avons fabriqués. Bah, le Père Noël. Tout à fait. Le Père Noël dans l'apprenti Père Noël. Dans le l'apprenti Faucon Père Magique. Noël. Il y a eu 2 films. Ouais, alors je sais pas si Deux c'est le premier ou apprentis le Père deuxième Noël. celui-là. Je crois que c'est le premier. Et le flocon magique. Alors je sais sais peut-être le pas. premier. C'est la classe d'être la voix du Père Ouais, Noël, quand même. franchement. Vous avez fait rêver beaucoup d'enfants, je pense. Ouais. Alors, j'en ai 3 dernières. Je pense que vous serez satisfait de votre visite. Je vous en prie. Et maintenant, parlons affaires. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes dans les temps. 200 000 unités sont déjà prêtes et 1 million d'autres seront bientôt terminées. Dites à votre maître, Sifo Dyas, que sa commande sera bien prête dans les délais. Alors ça, on parlait des petits rôles. Lui, c'est un tout petit rôle, mais dans un film légendaire. Oh. Ça me dit rien du tout. Alors là, Je crois que Vincent, si j'en Vincent est juge là. par l'expression de son visage, à mon Oui. avis, on est... Donne-toi le point direct. hein. Oui, Bah, c'est du Star Wars. c'est Star Wars. Et c'est Ah, Star Wars. Lamassu, c'est ça? Lamassou, putain, Lamassu. alors là,
pour sortir le nom du personnage. Lamassu dans l'Attaque des clones, épisode 2. Attaque des clones, c'est ça. Bravo. Dans un petit peu dans la même lignée, ils ne sont pas à manger. C'est tout. Non, il y a de la suite. T'approches pas d'eux, Pourceau. Les prisonniers seront livrés à... Je ne dis pas le nom parce que sinon c'est facile. En vie et en entier. Ils ont quelque chose, une arme. Le maître la veut pour la guerre. Il y a de la viande fraîche au menu, mes amis. Ah oui, bien sûr. Pareil, oui, tout petit rôle, grande saga. Oui. Comme tu as dit dans la même veine et qu'on a parlé de Star Wars, je vais dire Star Trek. Non, je l'ai, bien sûr. J'ai tenté. Bien joué. Je l'ai bien essayé. C'est de l'heroic fantasy. Ouais. C'est le genre heroic fantasy, une grande saga. C'est le Seigneur des Anneaux. C'est le Seigneur des Anneaux. Ah, d'accord. Vous faites un orc qui s'appelle Ugluk. Voilà, c'est ça. Ouais. Un Urukai, pardon. Attends, je n'ai vu que le premier. Est-ce qu'il est dedans? Il est dans le deuxième. Il est dans le deuxième. C'est pour les ça deux que tours. je ne connais pas. Il est dans les 2 tours, tout à fait. Je n'ai pas encore Il vu. fait pas long feu. Et enfin... Spoiler. Enfin, tu as accompli des merveilles. Je suis sincère, mon fils. Mais tu c'est n'y es Zeus. pas encore. Oui, c'est C'est Zeus. Tu n'as toujours pas prouvé que tu es un vrai héros. Oui, c'est Ça m'aurait fait mal que tu le mettes pas dans ta Darbox. Bah, évidemment que je m'y... On aime tellement ce film. Je l'ai dit la dernière fois, Oui, ça m'a accompagné dans mon enfance, ça aussi. Donc, C'est- bravo. Bah oui, bravo Vous avez tout trouvé. Bah, Ça fait, vous avez fait une bonne 3, équipe. 4, 5, 7 points pour Benoît quand même. Eh ben, Ah, C'est- je sais pas, mais bravo. Non mais Ah ouais, voilà. c'était On parle de la mémoire. bon niveau. Ouais. Voilà. Nous, Oui, on- oh là, bon, bref. Merci Thomas. Merci à Ouais, vous. merci. C'est un plaisir. Bravo. Alors avant de terminer l'émission, j'ai quelques dernières petites questions, notamment je voulais savoir votre position, parce qu'on demande souvent ça aux comédiens, c'est est-ce que ça vous dérange, vous, qu'on dise que vous êtes doubleur? Que vous êtes doubleur? Bon, c'est-à-dire que c'est un petit peu un sens péjoratif. Doubleur, vous êtes voyeur, vous êtes... non, vous êtes comédien et vous faites du doublage. Vous êtes comédien, vous faites de la radio. Vous êtes comédien, point final. Alors on dit, vous êtes comédien spécialisé dans le doublage. On dit pas spécialisé dans le doublage, on nous prend... Ça fait partie des cordes que nous avons à notre arc. Alors bon... c'est un petit peu difficile. C'est comme cette définition des intermittents. Je suis intermittent. Non, t'es pas un gars qui dit ça à la télé. Hein, non. Je suis intermittent, gna gna gna. Non, tu es comédien et tu as un statut d'intermittent. Ce n'est pas la même chose. Oui. Pour les spectateurs ou les auditeurs qui t'entendent, intermittent, c'est pas un métier. C'est un statut social. Alors, si tu as honte de dire que tu es comédien, c'est autre chose. Non, c'est pas gênant, mais ça dépend sur quel ton c'est dit. Oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'on le dit toujours, ça permet de dire comédien, et même comédien de doublage, ça permet de rappeler l'essence du métier qui est l'art de la comédie, quoi. Parce qu'on parle beaucoup de voix charismatiques depuis le début, mais c'est rappelons pas- que c'est pas un indispensable pour Exactement. faire du doublage, c'est Encore être faut-il comédien. en faire quelque chose de cette voix. On ne dit pas c'est un comédien de cinéma. Oui. Oui, exactement. On dit c'est un acteur. Ouais. Et là, c'est la différence entre acteur et comédien. Ouais. Théoriquement, il n'y en a pas. Mais bon, c'est... C'est juste histoire de. D'ailleurs, vous parliez de cinéma et vous avez, je regardais un film il y a quelque temps, une comédie qui s'appelle C'est la vie, où vous jouez le président français. Ah oui, c'était drôle. Ouais. Et je n'étais pas du tout au courant que vous jouiez le président dans ce film-là, et ça m'a vraiment, quand je vous ai vu apparaître, j'ai été très surpris et très ravi. Oui, on s'est amusé. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de C'est cette, tout, hein. de cette... Mais il est joli ce expérience. film, c'est Oui. un hymne à la vie, il est merveilleux, puis sacrément bien joué. Hein. Oui. Moi, j'ai un tout petit rôle à la fin, donc. Mais c'est sympa du début à la fin, ils sont superbes. Mais justement, le cinéma, c'est quelque chose qui... Qu'est-ce qui est plus... Est-ce que ça vous... C'est une discipline qui est peut-être moins... Chez vous, qui est moins représentée et que vous préférez le théâtre ou... Comment ça se passe? Je ne sais pas, les choses se sont faites comme ça. Quand j'étais jeune, j'ai tourné avec Claude Sautet, c'était un rôle magnifique, j'étais content. Et puis... Après, ça n'a pas suivi. Mais peut-être que ça tient à moi, tout simplement. C'est que j'ai pas fait ce qu'il fallait pour. Donc, c'est pas grave. Mais j'aime beaucoup la télévision, en revanche. Parce que quelquefois, on attaque une séquence très longue, très, très, très longue, beaucoup plus longue qu'au cinéma. Et là, on retombe sur des ressorts du théâtre. Je prends l'exemple c'était Mon oncle de Russie, avec, ça y est, le réalisateur, je ne m'en souviens plus, Mon oncle de Russie. Regarde. Ah, ça y est, je cherche le nom du comédien. Non, mais ça, la mémoire,
la mémoire. Non, mais ça dépend pourquoi. Brasseur, avec Claude Brasseur. Ah oui. Je faisais le frère de Claude Brasseur qui... il y avait un différend qui les opposait qui était énorme. Et pendant tout le tournage du film qui était en extérieur, le réalisateur nous disait « Attention, vous deux, je ne vous dis pas le jour où nous tournerons la séquence. » Car c'était une séquence... D'abord, c'était la fin du film, avec l'explosion, le drame, etc. Ça gicle de partout. Il dit « Je ne vous dis pas. Travaillez entre vous. » Voilà. Et Claude Brasseur me disait, vous voyez à l'époque, je dis, mais non, je suis à votre disposition, me disait-il. Mais non, c'est moi qui suis à la vôtre. Enfin, bon, c'était ça. Alors, de temps en temps, on se voyait en douce, puis on voyait le réalisateur qui nous voyait, il dit, bon. Et un matin, un soir, à 10h du soir, à l'hôtel, feuille de service pour le lendemain, maquillage 6h, prêt à tourner 8h30. Et en extérieur, bien sûr. Et on s'est dit, oh punaise. Oh punaise. Et on arrive sur le lieu, on se fait une petite italienne, lui et moi, comme ça, bien sûr. On nous installe et c'était que des gros plans. 2 caméras. Et il dit gros plan, on y va. On l'a tourné 2 fois la scène en gros plan, sans souci. Puis après, il a fait les contre-champs, etc. Et à midi, ou 1h, au moment de la pause, le réalisateur nous dit voilà ce que c'est avec les comédiens de théâtre. On peut filer. C'est-à-dire qu'on prend la chose à bout de bras. Ben oui, quand le torchon se lève, on ne peut pas dire non, excusez-moi madame, j'ai mal à la gorge, je reviens, j'ai raté mon entrée. On assume. Ce qui demande une concentration qui est pas tout à fait la même. Je ne minimise pas le travail. Au cinéma, bien évidemment que non. C'est pas la même chose. Mais là, effectivement, pour s'en sortir, c'était cette concentration-là, il faut aller jusqu'au bout. Et puis garder ses distances, jouer. Prendre son plaisir en même temps. C'est intéressant. J'ai regardé, c'est un film de Francis Giraud. Voilà, Francis Giraud. J'ai tourné avec lui 2 ans après, et malheureusement, il est décédé pendant le tournage. Et c'était une magnifique mini-série qu'il tournait sur l'affaire du maire de Toulouse qui avait été injustement accusé de... Enfin bon, bref, pas de chose. Et j'avais... Un homme charmant. Avant de passer à vos recos, pour terminer l'émission, je voulais qu'on reste un peu dans le cinéma, série, pour savoir un peu vos goûts à vous. Qu'est-ce que vous aimez regarder ? Qu'est-ce qui vous passionne c'est au cinéma, à la télé. Qu'est-ce que vous aimez regarder où vous êtes cinéphile ? Je ne saurais pas répondre parce que c'est tellement brouillon dans ma tête. Non, mais c'est vrai. On aime de tout. Je ne sais pas quoi répondre, très sincèrement. Hein, ma femme sort beaucoup, elle me dit tiens, ça, il faut le voir. Alors, quelquefois, elle m'entraîne. Je dois dire que je ne suis pas dans une situation physique qui me permet de... Je rentre dans un endroit qui est un petit peu sombre, salle de cinéma. Moi, je tombe tout de suite. Au théâtre, je tombe tout de suite. Alors, et je sors beaucoup plus au théâtre que je ne vais au cinéma. Voilà. Donc, ma connaissance du cinéma, je l'avoue, c'est comme ça, je suis comme ça, et n'est pas très bonne. Non, mais c'est pas grave. On va terminer l'émission. Est-ce que vous avez une petite reco de la voxographie? Je n'avais pas préparé de reco, mais je peux toujours dire du bien de Malcolm. On en a dit tout à l'heure. C'est une série qui fait du bien. Si vous avez un petit coup de mou en ce moment, si vous êtes un peu fatigué avant les vacances, regardez Malcolm. Ça ira mieux. Et surtout le début de la série avec le colonel Spangler. Ah, Spangler. Ouais. C'est la série Doudou. Hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien. Moi je vais regardez Full Metal Alchemist et regardez Full Metal Alchemist Brotherhood parce qu'il y a eu 2 versions et je ne saurais absolument pas dire si vous doublez aussi Louis Armstrong dans la première version. Du coup, dans le doute, de toute façon la 2 est mieux. Voilà, la deuxième version est beaucoup mieux parce qu'elle suit vraiment le manga. La première version est sortie, le manga n'était pas terminé et comme ça a rattrapé la publication, ils ont été obligés d'inventer une fin. Donc après. Vous parlez de la version qui est sortie en cinéma il n'y a pas longtemps ? Oui, aussi, oui. Il y a une version cinéma qui est sortie, oui. C'est particulier. Ça n'a rien à voir avec... C'est particulier, c'est du live action déjà. Donc voilà. Non, regardez vraiment la série animée qui est sortie, je crois, en 2006, si je dis pas de bêtises. J'ai peur, mais dans les années 2000, en tout cas, elle est sortie. C'est super, ça peut plaire à tous les publics. Et Louis Armstrong est exceptionnel comme personnage. Il met de bonne humeur, voilà, avec ses gros muscles et sa petite mèche. Voilà, il est très drôle. Il a posé le pied sur la Lune. Et puis il a posé le pied sur la Lune. Oui, il fallait la faire. Hein, si je puis me permettre, parce que vous avez posé une question sur le cinéma. Il y a un film pour lequel à chaque fois j'étais heureux de tourner, bien évidemment, mais où j'ai été particulièrement pris, c'est le film Magnificat de Virginie...
et ça va venir. Je vais trouver. Ah oui. C'est à qui trouvera en premier. C'est récent. Il y a 3 ans. 3 ans oui, qu'il est oui, sorti. Virginie Sauveur avec Hélène Diard. Virginie Sauveur. C'était une histoire magnifique. Histoire de problème religieux, la place des femmes dans l'Église. Mais la rencontre avec cette réalisatrice, ça a été que du bonheur. Alors que quelquefois, on appréhende un petit peu. Moi, j'appréhende assez facilement. Quand vous passez un casting, j'en ai passé beaucoup. Et tout d'un coup, vous avez un réalisateur qui arrive, qui dit « C'est très bien ce que vous faites, mais moi, j'aimerais qu'on fasse ça autrement. » Très bien. On se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on se revoit, on redonne un nouveau texte, on le refait, il dit « Ah oui, c'est ça, mais c'est peut-être pas encore tout à fait. » Et à un moment, on dit « Mais qu'est-ce qu'il veut ?» En fin de compte, c'est ça qui est difficile, mais même pour eux, en tant que réalisateurs. Exactement, trouver le comédien pile pour le rôle, etc. Et là, avec Virginie, c'est elle qui m'a appelé, à cause de ma voix. Elle m'a appelé, elle m'a dit, voilà, Benoît, j'aimerais... Alors, on se voit, elle me donne le texte, on dit, on va boire un café, on a parlé un petit peu, elle me dit, bon, ben, bientôt. Et on s'est retrouvés le jour du tournage. C'était extraordinaire. Et il y avait et dans le tournage, la mise en place, etc., tout ça était parfait. Et ça, ce sont des belles rencontres, quoi. Je tenais à le dire parce que j'ai eu quelques propos négatifs par rapport. Non, c'est une belle anecdote. Oui, c'est joli. Moi, je vais recommander, une fois n'est pas coutume, Morgan Freeman a joué un méchant dans Pluie d'enfer, en 98. Pluie d'enfer. C'est un film d'action, film d'action vraiment décomplexé. Avec une pluie qui tue des gens. Avec Christian Slater. Un polar qui est ce qu'il est, mais qui est efficace, moi, que j'aime beaucoup, et c'est un rôle différent de Morgan Freeman, où il joue un méchant. Si vous voulez voir Morgan Freeman jouer un méchant, regardez. Ça ne vous a pas surpris? La fin ne vous a pas surpris? Ah si, elle a été changée, il me semble, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est la première fois où il a joué un personnage un peu douteux, il faut bien le dire. Oui. Il a été ému par la détresse des villageois, cette tempête, cette crue monstrueuse, et il donne la moitié du butin qu'il a piqué, il le donne aux pauvres. Oui. Donc la morale américaine est sauvée. Oui. Monsieur Morgan Freeman n'a pas joué un truc. Mais l'homme qui a un bon cœur et qui... Voilà. C'est vrai. Un méchant pas vraiment méchant, quoi. Ouais, c'est ça. On les aime, ces personnages. Je crois qu'il n'acceptera jamais de jouer un rôle où l'homme est déprécié complètement, jamais. Oui, pas de rôle. Si tous les méchants étaient Morgan Freeman, le monde irait mieux. Ce sera la morale de cette émission. C'est un beau mot de la fin pour cette émission. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Benoît. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Manon et Thomas. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci Alex, Liam, Théo et Lucas à la réalisation. On se retrouve très vite pour un nouveau Voix Ouf. Salut à tous. Salut. Au revoir.